Bonjour et bienvenue dans l'émission Réalisation de Fatchi, un programme au cœur des actions réalisation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisé par différentes initiatives privées et publiques dans toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes à la SENCO, nous avons le privilège de rencontrer son secrétaire général, Monseigneur Ntcholé, qui va nous parler du vaste programme exécuté par l'Église catholique en parallèle au programme de développement local des 145 territoires que vous connaissez. Découvrons donc ensemble ces programmes socio-économiques à impact visible réalisés par l'Église catholique en faveur des populations locales via les 48 diocèses de la RDC et financés par le gouvernement au travers d'un accord cadre Église-État inédit et voulu par le président de la République. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, une fois de plus, bienvenue sur le plateau de cette émission. Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur d'être reçu par Monseigneur Donatien Ntcholé, qui va nous parler des projets sociaux et économiques à impact visible en faveur des populations locales au travers des 48 diocèses de la République démocratique du Congo. Nous allons réaliser que l'Église catholique a décidé de travailler pour la population et nous allons voir un peu ensemble de quoi il s'agit par rapport à ces réalisations. Excellence, bonjour. Bonjour madame. C'est un privilège. Plaisir partagé. C'est un honneur. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'un de vos collaborateurs qui va se présenter dans quelques instants. Alors, nous allons un peu parler de ce que vous faites et vous faites beaucoup de choses. C'est pourquoi, une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous, dans votre bureau, à la SENCO. Notamment, aujourd'hui, on va comprendre que vous êtes vraiment au service de la population, des populations locales, au travers de ce merveilleux projet qui s'est réalisé par les diocèses, les 48 diocèses. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter. Alors, Monseigneur Ntcholé, vu par lui-même, ça donne qui? Je suis le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, porte-parole des évêques. C'est à ce titre que j'interviens dans cette émission, cette interview. Donc je suis la voix des bérets rouges, comme je les appelle affectueusement. Alors vous êtes accompagné, merci beaucoup Monseigneur, vous êtes accompagné de Monsieur Blaise Mbo. Monsieur Blaise Mbo, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là également. Également, vous demandez, vu par vous-même, vous êtes qui? Dans le cadre de ce projet, j'ai fait la coordination du projet au niveau national. Il y a une équipe de coordination qui suit le travail sur le terrain et je coordonne cette équipe au niveau national. Magnifique. Alors, d'entrée de jeu, nous allons peut-être remettre les choses un peu au point. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites concernant la SENCO, concernant Monseigneur Ntcholé, concernant. Et aujourd'hui, on va un peu mettre les choses au point. Je pense que vous êtes d'accord, parce qu'il y a eu ce matraquage médiatique, en tout cas incertain. Alors, quels sont véritablement les rapports entretenus par l'Église à l'heure actuelle avec l'État, avec le pouvoir? Vous savez, l'Église catholique a toujours travaillé en collaboration avec le pouvoir pour servir la population. Donc, l'Église catholique, contrairement à ce que certains apprentis politiciens racontent de temps en temps, n'est pas une structure pour s'opposer au pouvoir, mais plutôt une structure qui accompagne la population et ses dirigeants. Alors, vous avez eu l'occasion, via un mémorandum, de pouvoir faire des recommandations au chef de l'État récemment. Quelles seraient certaines de ces recommandations, justement, en vue de satisfaire et combler cette population-là? Exactement. Les évêques ont saisi l'occasion de leur assemblée pour adresser au chef de l'État un mémorandum axé en 4 points. Le premier point, vous pouvez l'imaginer, c'est sur le plan socio-économique, où les évêques ont commencé par encourager les chefs de l'État pour les initiatives sociales prises, notamment la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, le programme de 145 territoires
et aussi les projets socio-économiques à impact visible faits en collaboration avec l'Église catholique. Ils l'ont exhorté à être plus regardants dans le suivi de ces initiatives parce que dedans, on peut aussi trouver à boire et à manger. Ils n'ont pas manqué de noter que malgré les multiples efforts du chef de l'État, la population congolaise, malheureusement, continue à vivre dans une précarité qui fait la honte par rapport aux richesses dont doté le pays. Le constat est que dans ce contexte, les dépenses sociales sont celles qui connaissent les taux d'exécution le plus bas. Donc là, c'est une exhortation faite à chef de l'État qui devra certainement voir avec ses collaborateurs ce qu'il doit faire. Les évêques ont encouragé la vision du programme du président, les 6 engagements. Pour eux, c'est dans ce secteur-là que l'accord cadre entre le Saint-Siège et l'État congolais aurait tout son sens. Et ils ont saisi l'occasion pour dire les difficultés rencontrées sur le terrain vis-à-vis de certains zélés qui croient que c'est une faveur faite à l'Église catholique. Le président a bien saisi la chose et il a instruit son DIRCAB de faire que cet accord soit appliqué et le DIRCAB a été efficace. Le souci qu'on avait avec le DGDA, entre autres, est réglé. Alors ça, c'est sur le plan social. Sur le plan politique, les évêques sont revenus sur la manière dont les élections se passent chez nous. Ils ont déploré ce qu'ils ont déjà dit dans un message, les ratés des dernières élections. Et ils ont souhaité qu'on arrive à un pacte national qui serait issu de concertation sur la manière dont on doit organiser les prochaines élections. J'ai oublié de vous dire dès le début qu'après la lecture du mémorandum des évêques, le président a positivement réagi en disant qu'il faut ne pas être congolais pour ne pas reconnaître l'objectivité de ce qui est écrit dans ce mémo. Et pour le volet socio-économique, il a réaffirmé que c'est vraiment sa vision. Il mettra tous les moyens qui à son pouvoir en place pour servir la population. Il a regretté que la guerre vienne déranger beaucoup de choses qu'on pouvait faire dans ce sens-là. Et sur le plan politique, on a aussi parlé du débat sur la Constitution. Les évêques ont dû suivre avec intérêt le débat sur le changement ou la révision de la Constitution. Ils lui ont fait 2 recommandations, que c'est un dossier qui doit être traité avec beaucoup d'attention parce que c'est très délicat. Et si c'est mal traité, ça peut même déstabiliser le pays. Et ils lui ont aussi recommandé, au cas où ça s'avérait nécessaire de toucher à certains aspects de la Constitution, qu'on ne touche pas aux articles verrouillés et leurs dérivés, les articles verrouillés qui ont été protégés par le président de la République et sa famille politique quand ils étaient dans l'opposition. Et le président a réagi positivement en disant qu'en tout cas, ce n'est pas son intention de toucher aux articles verrouillés. Il y a certainement des raisons qui demandent de réfléchir sur l'éventualité de revoir la Constitution pour favoriser beaucoup de choses. Mais il est prêt à engager les spécialistes de tous bords, que ce soit une réflexion approfondie. Il n'est pas pressé pour ça. Il n'est pas là pour s'éterniser au pouvoir. D'ailleurs, toucher aux articles verrouillés, a-t-il dit, c'est aller vers le référendum. Qui dit référendum dit les élections, et dans les conditions actuelles, où trouvera-t-on l'argent? Une réponse qui a vraiment apaisé les évêques. Et sur le plan sécuritaire, les évêques ont déploré ce qui se passe à l'Est. Ils ont réitéré les recommandations à diminuer les trains de vie de l'État pour servir davantage l'armée, mais aussi
Ils ont insisté, parce qu'ils ont mis ça même en gras, c'est l'unique chose que vous trouverez en gras dans ce mémorandum, sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale sur cette question, qu'il n'y ait pas de majorité-opposition, que tout le monde s'y mette pour qu'on défende le pays. Et là, le chef de l'État a dit qu'il est prêt à dialoguer avec qui il accepte comme président de la République, mais il a aussi partagé ses impressions. Il a l'impression que l'Église catholique ne dénonce pas assez l'agression du Congo par le voisin, notamment par le Rwanda. Il aurait souhaité que la voix de l'Église soit un peu plus forte là-dessus. Cela, nous avons aussi partagé avec lui ce qui a été fait dans ces domaines, les plaidoyers que nous avons faits au plan national et international sur cette question contre les voisins qui nous adressent. Il y a certaines des choses qui lui échappaient. Il était visiblement content de l'apprendre à cette occasion. Donc le message est bien passé. Le message est bien passé. Tout a été dit, vous Tout avez a communiqué. été dit, même sur le plan de justice et de droit, c'était bien. Alors, certains disent que l'Église doit rester au milieu du village par rapport à tout ce que vous venez de dire et par rapport à ces recommandations. Est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas, que vous êtes sorti un peu du milieu du village, ou bien non, vous confirmez que ce que vous avez fait, c'est en étant bien placé au milieu du village, c'est-à-dire en gardant votre place d'église? Je crois que c'est à vous de le dire, c'est évident, pour moi c'est une évidence. Donc les soucis des évêques tels que décrits dans les mémos, tout ce que l'Église fait avec l'État, même quand il critique toujours de manière constructive. Mais vous savez, quand on a affaire aux politiciens, ils voient des choses de leur manière, mais ce sont des gens qui ne réussiront pas à nous distraire dans ce que nous devons faire comme Église. Magnifique. Merci beaucoup pour la réponse franche. Et je pense que là, les pendules sont bien remises à l'heure. Alors, il s'agit bien d'un contrat de confiance au service de la population que vous avez signé avec le chef de l'État, on peut dire ça comme ça. Projet socio-économique à impact visible en faveur des populations locales au travers des 48 diocèses de la RDC. L'Église a toujours agi. L'Église catholique a toujours fonctionné, a toujours été partenaire de l'État. Là, une fois de plus, vous l'êtes au travers de ces projets. Qu'est-ce qui vous a motivé à investir dans ces nouveaux projets, à vous lancer dans ces nouveaux projets? C'était d'abord, l'origine, c'était d'abord une surprise. C'était à l'occasion d'une rencontre des évêques avec le chef de l'État. À cette occasion, il leur dira, je suis conscient de ce que vous apportez dans la société. Il vous faut des moyens pour ça. Et je verrai avec le gouvernement comment on peut faire pour vous trouver des moyens. Une année après, ça s'est matérialisé. Voilà, maintenant, on a des moyens. On va donner l'argent au diocèse en 4 tranches de 300 000. Faites ce que vous voulez. Donc vraiment, comme vous dites, un contrat de confiance. Il n'a pas donné de conditions, il a fait confiance à l'Église. C'est plutôt de notre côté, comme Église, que nous avons dit non, ça c'est une très bonne initiative encouragée, mais il y a quand même lieu de faire un protocole, de canaliser les choses pour que ça serve à la population. Donc c'est pour cela qu'un protocole d'accord qui a été signé par le président de la CENCO et le ministre honoraire de finances sur la gestion de ce fonds que l'Église a voulu destiner. C'était dans l'intention du donateur au projet socio-impact visible. Et nous y sommes heureusement. Alors, impact visible, pourquoi impact visible? Pourquoi cette terminologie de impact visible? Eh bien, parce que l'objectif pour nous, c'est de mettre à la disposition de la population des services socio-économiques ayant un impact visible dans leur vie quotidienne. Alors, près d'une centaine, merci beaucoup Monseigneur, Monsieur Mbo, près d'une centaine de réalisations selon la vision du chef de l'État au travers de ces 48 diocèses, et donc une large étendue du territoire est concernée. Il est très très difficile de pouvoir revenir sur les 48 diocèses, en tout cas les réalisations des 48 diocèses qui sont extraordinaires.
On a eu accès à certaines images qui ont été envoyées par ces diocèses, qui seront d'ailleurs projetées dans cette émission, en tout cas certaines. Mais dites-moi un peu, comment s'est fait un peu la répartition, la priorité, hein? Qu'est-ce que vous avez considéré comme prioritaire, la première phase, la deuxième phase? Dites-moi un peu comment vous avez, en tant que responsable du projet, comment vous avez un peu organisé tout cela? Et quels sont également, selon vous, les projets avec le plus d'impact, parce qu'ils ont tous de l'impact, mais ceux où vous vous rendez compte que l'impact a été beaucoup plus spécifique parce qu'il concernait plusieurs tranches de la population, par exemple. Merci beaucoup, madame. D'abord, pour parler de la question de la priorisation des projets, il faut dire qu'il y a des critères qui prévalent à cela. D'abord, la première chose, comme vous l'avez souligné, il y a ce contrat de confiance dont nous partons des 6 engagements du chef de l'État par rapport au problème de la population. Et après cela, il y a cette sélection des priorités qui est faite par nos diocèses. Nous avons des services à la base qui font un travail important, notamment la Caritas, le Bureau diocésain des œuvres médicales et aussi toutes les autres structures. Ils essayent d'identifier quels sont les problèmes réels auxquels sont confrontées les populations. Et parmi ces problèmes, par rapport aux moyens qui nous sont disponibles, ils sélectionnent 3 idées de projet et qui nous envoient. Par rapport à cela, nous essayons de faire de nouveau une priorisation avec eux pour trouver quelle est l'idée la plus capitale, quel est le problème le plus urgent auquel la population est confrontée dans ces milieux. Et c'est ce problème-là qui est justement sélectionné en priorité par rapport au projet qui est financé et on essaye de travailler avec eux sur le projet. Maintenant, juste pour ajouter un mot là-dedans, il y a aussi les évêques, vous savez, sont des gens qui font le terrain. Les hommes de terrain, bien sûr. Voilà, ils font le terrain. Et ils connaissent la population. Voilà, donc le choix de besoins, c'est vraiment la chose la plus facile. Voilà, donc quand ils font la pastorale au niveau de la population, ils ont l'occasion d'échanger avec la population et de recueillir les problèmes de la population. Et ce sont ces problèmes qui sont versés au niveau des structures diocésaines et transmis à notre niveau pour échange, pour trouver quel est le projet qui va répondre justement avec le financement que nous avons reçu. Comme vous l'avez dit, on a eu à faire plus de 100 projets aujourd'hui. Nous avons reçu une première tranche de 300 000, une deuxième. Donc on est à 600 000 $ par diocèse. Et avec ça, nous avons plus de 100 ouvrages qui sont réalisés. Vous avez commencé en 2022, hein? En 2022. On a commencé en 2022, mais il ne faut pas voir ça en termes de 2 ans de réalisation. Parce que nous avons reçu effectivement la première tranche de financement en septembre 2022. Et donc une deuxième tranche est venue une année après. Donc on n'a pas eu une année, 2 ans comme ça plein de travail parce que c'est comme pour l'instant, il y a beaucoup de temps où on est assis à ne rien faire en attendant que l'argent soit transmis dans nos comptes. Et donc parmi ces ouvrages, si vous pensez qu'on devrait en citer, tous ces ouvrages sont importants, tous ces projets sont très importants et parce qu'ils ont été choisis dans leur milieu par rapport à leur importance. Mais comme ça, en passant, je pense qu'il y en a quand même certains qui retiennent l'attention par rapport à la pertinence des problèmes qui se passent. La plupart de nos projets sont basés sur aussi des questions qui sont au-delà du fait que tous les projets veulent résoudre des problèmes économiques, mais il y a des projets qui ont un impact au-delà de simples problèmes économiques. Vous avez vu par exemple quand vous allez à l'est du pays, nous avons, à Bukavu, on a un grand centre omnisport qui est en train d'être construit. Quand vous allez à Butembo, vous avez un grand centre d'apprentissage de métiers pour les jeunes. Mais en fait, ce sont des milieux où, pour l'instant, que ce soit à l'Est comme aussi à l'Ouest, il est important qu'on développe beaucoup de centres d'apprentissage de métiers pour les jeunes parce que c'est une question qui est sécuritaire. Les jeunes, à partir du moment où ils sont désœuvrés, qui n'ont rien à faire, soit ils versent dans le banditisme, ça fait augmenter le nombre de koulouna, soit ça devient la main-d'œuvre qui est facilement recrutable par exemple. Il faut les encadrer. Il faut les encadrer, il faut leur donner l'espoir, il faut leur donner d'autres alternatives que celles qui sont mauvaises pour la population et pour les pays en général. Également, vous avez vu qu'on a des constructions de ponts. Ça pourrait étonner que nous puissions construire des ponts. Il y a des ouvrages comme les ponts, comme... vous avez des bacs qui ont été mis sur certaines rivières. En fait, ça permet la desserte des produits agricoles. Ça permet les échanges commerciaux entre les populations. Mais en majorité, vous allez voir que ce sont des populations qui sont séparées,
et qui parfois ont des petits conflits qui ne sont pas résolus, des populations du nord au sud et des tribus. Donc les bacs et les ponts que nous jetons à certains endroits vont permettre justement la desserte de produits agricoles, vont permettre les échanges commerciaux entre les populations, mais au-delà de ça, ces bacs permettent aussi, ces ponts permettent aussi l'édification de la paix entre certaines communautés qui sont séparées. Donc quelque part, vous avez anticipé, comme Monseigneur le disait tout à l'heure, l'Église est près du peuple, elle est consciente des réalités que vivent la population tous les jours, et donc vous avez anticipé certaines choses et vous avez répondu à certains besoins concrets, sachant pertinemment bien ce dont la population avait besoin. Absolument, absolument. Et aussi, on a fait, il y a beaucoup de projets qui sont dans le domaine de l'éducation. Plusieurs grandes écoles ont été construites, comme vous allez le voir avec les images qui seront projetées. Il y a des centres de santé. Il faut souligner quand même une importance il y a des centres d'analyse médicale. Nous en avons un qui a été mis en place à Boma, et un deuxième à Guémena. Je les cite principalement parce que ce sont des œuvres d'une importance sur le plan sanitaire, parce que dans l'arrière-pays, dans les profonds du pays, vous avez des possibilités que des personnes meurent simplement par manque de diagnostic de maladie. Et donc là, nous avons réussi à mettre en place certains centres où vous avez la possibilité de faire les scanners, de faire l'IREM, et donc à partir de l'intérieur d'être orienté pour les soins médicaux appropriés. On a fait des forages d'eau, ce qui est très important pour à la fois la desserte d'eau potable. Et là, nous avons réalisé ce travail avec un record sur le plan financier. En tout cas, aucun de nos forages n'a dépassé 35 000 $ dans sa réalisation. Et ce forage, non seulement que nous aide à faire la desserte d'eau potable, mais ce sont des projets de protection. Parce que dans les milieux reculés, la question de l'eau est réservée aux jeunes filles et aux dames qui doivent aller dans les ruisseaux. Et ça a limité de problèmes qu'ils peuvent rencontrer en termes d'agressivité physique, en termes de violence sexuelle et tout ça. Donc il y a plusieurs projets. Il y a aussi des questions d'autonomisation financière. Je vois dans les 6 engagements du chef de l'État, il y a la question d'augmenter les revenus. Il y a des rizeries qu'on a réouvertes. Il y a des grandes barges dans les provinces du Grand Équateur qui sont mises en place, qui vont justement permettre d'évacuer les produits agricoles des populations de l'intérieur pour les amener vers les grands centres de consommation. Donc nous sommes principalement dans les domaines de l'éducation avec la construction, la réhabilitation et l'équipement des écoles. Nous sommes dans le domaine médical avec la construction des centres de santé. Il y a une grande polyclinique qui est construite à Manono. Vous avez l'hôpital Saint-Luc qui sera à Mbandaka. Vous avez l'hôpital Notre-Dame de Bon Secours à Inongo. C'est des grandes polycliniques qui sont mises en place. Vous avez, au-delà des écoles et des hôpitaux, vous avez également toutes les questions qui sont liées à l'eau potable. Et nous avons aussi assez travaillé pour mettre en place des infrastructures qui peuvent aider aussi les jeunes filles, les questions de projets qui sont spécialement vers les groupes marginaux de la population. Wow, oui. Je reviendrai par exemple sur... je donne l'exemple de Bondo qui me vient à l'esprit là. C'est un milieu enclavé où les commerçants ne sont pas attirés parce qu'il n'y a pas d'infrastructure nécessaire pour leur exploitation commerciale. Et l'évêque, en visionnaire, il a profité de cette collaboration pour mettre en place un centre commercial qui a eu comme effet immédiat d'attirer les commerçants et ça bouge l'économie du milieu. Quand je vois le centre informatique à Moueka, un coin perdu où la jeunesse ne sait même pas suivre ce qui se passe, mais c'est formidable, non? Revenons justement par rapport à ça, parce qu'on se rend compte que finalement la mission de l'Église, la mission ecclésiastique, est vraiment en accord avec la vision du chef de l'État. Alors revenons justement sur ces 6 engagements, l'engagement de créer plus d'emplois, l'engagement de protéger le pouvoir d'achat, l'engagement d'assurer de manière plus efficace la sécurité pour tous, l'engagement d'intensifier la diversification de l'économie congolaise, l'engagement de garantir plus accès aux services de base et finalement l'engagement de renforcer l'efficacité des services publics. Finalement, quand on regarde ces 6 engagements, Monseigneur, vous êtes pratiquement 6 sur 6, quoi. Ah bien sûr, donc vous comprenez que l'accord cadre a tout son sens.
a tout son sens parce que cet accord porte sur les questions d'intérêt commun. Et ces questions d'intérêt commun, c'est la vie, le bien-être de la population. Vous parlez de la promotion des entreprises, je crois l'engagement numéro 1. Quand, par exemple, Kikou était en train de mettre en place une boulangerie moderne, mais c'est dans ce sens-là. Bon, voilà. Vous parlez par exemple de Idiofa qui a mis aussi en place une usine d'eau potable. Et ça, c'est vraiment très important de le souligner parce que ça va apporter justement de l'emploi pour une bonne partie de la population sans aussi sous-estimer le fait que ça va soutenir la santé de la population et le développement par la santé de la population. Il est très important. Et pour l'instant, justement, vous parlez de plus de 100 infrastructures qui sont mises en place. Il y en a qui sont totalement livrées au service de la population. Il y en a qui sont encore en train d'attendre soit d'être équipés, soit d'être finis. Et c'est le moment justement pour nous de revenir encore vers le chef de l'État qui soutient ces initiatives pour recevoir le plus de moyens possibles afin de finir ce travail. Nous avons une année pilote où nous avons signé ce contrat qui devra nous amener à réaliser un certain nombre de choses et à passer si possible à une deuxième. Mais là, justement, par exemple, maintenant, nous sommes en pleine saison sèche. Ça permettrait que beaucoup de milieux puissent travailler pour avancer dans le travail, à la fois en termes d'évacuation, d'acquisition de matériaux, de construction dans des milieux très éloignés, mais aussi, avec l'absence de pluie, il est possible qu'ils fassent un bon travail. Donc c'est le moment justement que nous soyons suffisamment appuyés financièrement pour aller de l'avant. Évidemment, bon, le chef de l'État en est conscient. Je l'ai dit, la donne guerre a secoué sérieusement l'exécution des prévisions budgétaires, et ça l'on comprend, mais en même temps on relève le fait que les dépenses sociales sont celles qui connaissent le taux d'exécution le plus bas. En même temps, nous apprenons qu'on détourne ici par là des millions, mais quand j'entends ces chiffres-là, je compare avec ce qui est déjà donné, le travail qui a été fait, je dis, mais ce sont des criminels. Hein, quand j'entends on sort en mode d'urgence l'argent pour un forage qui coûterait plus de 200 000 $, alors que nous, par le diocèse, on en produit autour de 30 000, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'urgence là. Je crois que sur le plan opérationnel, il y a quand même quelque chose à revoir. D'accord. Alors, avant de revenir sur les défis, on est en train d'aller vers la fin de cette merveilleuse émission, mais avant de revenir sur les défis rencontrés, engagement 5, accès aux services de base. Très concrètement, vous êtes dedans, hein, avec les soins de santé, avec l'école, hein, l'éducation. Concernant l'éducation, la gratuité de l'enseignement, est-ce que c'est une réalité par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Madame, quand il y a eu de contre-vérité en disant que l'Église catholique combat la gratuité de l'enseignement, comme secrétaire général, j'ai instruit la coordination nationale pour faire une enquête. Et il s'est avéré que la gratuité de l'enseignement à ce moment-là a été appliquée à 98,6%. Et le 1,4%, le problème était dans les grandes villes, les écoles comme Boboto, où la gratuité avait un impact direct dans la vie des enseignants, ça les démotivait à un degré de loin supérieur et on a dialogué, on a évolué un peu dans ce sens-là. Pour faire bref, l'Église catholique soutiendra toujours la gratuité de l'enseignement. Si on nous confie l'enseignement aujourd'hui, soyez rassurés qu'on va renforcer cette gratuité. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, les défis rencontrés, monsieur le responsable du projet, monsieur Mbo, les défis rencontrés, vous en avez parlé quelques-uns, hein, le problème de l'accès parfois, le décaissement qui est assez lent. Finalement, on se rend compte qu'en une année, plus ou moins une année, vous avez pu quand même faire, avec donc 600 000, comme vous avez dit, vous avez pu quand même réaliser une centaine d'infrastructures. Donc, si vous aviez le double, le triple, on serait déjà bien loin. Donc, à part le défi financier, quels sont les autres défis
auxquels vous faites face. Vous avez parlé tout à l'heure également de l'approvisionnement, si je ne m'abuse, l'enclavement aussi, je pense, Monseigneur. Parlez-nous un peu de ces défis au quotidien que rencontrent les diocèses au quotidien. Je pense que, comme vous l'avez déjà souligné, le premier défi qui nous a mis un peu en difficulté, c'est parfois les retards, les transferts tardifs de financement. Parce que, comme vous savez, il y a des infrastructures dont les activités se tiennent. Et quand l'architecte ou l'ingénieur, pour ceux qui sont dans les constructions, ont déjà fait une planification, ils arrivent à un moment, pour ceux qui ont des projets qui sont à cheval entre deux financements. Il y en a dont les ouvrages sont finis avec un financement, il y en a d'autres qui nécessitent plus de 300 000 d'une tranche. Donc ceux-là ont décidément beaucoup de problèmes. Donc les défis de l'arrivée tardive de fonds, et aussi il arrive des moments où vous avez commencé, par exemple, une infrastructure, l'argent n'arrive pas et du coup il y a des pluies, ça risque de détruire tout ce que vous avez déjà commencé à faire. Donc ça c'est le premier défi le plus important. Bon, le second défi n'est pas un défi qui est essentiellement lié à ce projet. C'est un défi qui est lié à toute la situation du pays, c'est le problème d'enclavement qui fait justement référence au problème des moyens. Parce que quand on a donné 300 000, c'est vrai que celui qui se trouve à Kenge peut faire un travail rapidement parce qu'il s'approvisionne ici, il peut avoir un sac de ciment à 20. Donc, mais quand nous avons fait les pays, et nous espérons que prochainement nous allons faire ce tour à travers le pays avec vous pour la visite de ces infrastructures, vous arrivez à certains endroits où les sacs de ciment, dans les Cassia, où je ne sais pas où il est, jusqu'à 50 $. Donc ça fait qu'il est difficile pour ceux qui sont dans ces conditions-là d'aller vite et de réaliser les mêmes ouvrages avec les mêmes moyens que ceux qui sont dans certains milieux. Et donc ça c'est aussi un problème, et malheureusement c'est un problème qui est général. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des questions qui sont en train d'être résolues avec l'accord cadre qui devrait nous aider à ce que nous puissions bénéficier de certaines exemptions sur le plan des taxes et tout ça qui pourrait aider justement que les infrastructures en profitent et soient mises en place. J'ajouterai aussi un défi, c'est le manque de sérieux de quelques entrepreneurs qui ont contracté avec le diocèse. Donc j'aimerais, s'ils m'entendent ici, qu'il s'agit de la vie des populations et ce n'est pas un lieu de spéculation pour faire l'argent. Donc là, on a des petits soucis, heureusement que c'est gérable, on y travaille. La guerre également. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous êtes quand même sur le terrain dans des zones de guerre. Comment vous gérez ça? Au niveau des diocèses, comment vous gérez ce gros problème de conflit? Bon, je crois que dans leur message de décembre, novembre 2022, ils avaient on tirait la sonnette d'alarme, un message d'alerte, le pays est en danger. Et personnellement, j'ai accompagné un groupe d'évêques pour une mission dans le cadre de la CEAC, la conférence du diocèse de la RDC, Rwanda, Burundi. Et on est allé dans les zones de guerre, on a parlé avec les soldats du rang, comme des grands officiers, le conseil supérieur. Donc, on connaît la réalité. On a même présenté un mémo qu'on ne peut pas rendre public parce qu'il y a quand même des questions sensibles là-dedans. Et c'est vraiment une situation qui ne doit pas durer. Et voilà pourquoi que maintenant nous sommes contents que les États-Unis, particulièrement la communauté internationale, haussent un peu le ton. C'est tout ce que nous avons. Et nous sommes convaincus qu'ils peuvent faire plus. Ils peuvent vraiment paralyser tout ce qui joue avec la vie des Congolais. Donc, c'est vraiment dramatique comme situation. Et comme Église, nous pouvons être à côté de cela. Vous savez, madame, en 2012, nous sommes allés à Rutshuru. Là, c'était Nkunda qui était le chef des rebelles. C'était pour donner un message fort à M23 en ce temps-là. Et c'était vraiment au risque de nos vies parce que on est allé même sans convoi. Donc on a touché du doigt, on a traversé. Mais la réalité ne évolue pas. Vous comprenez, autant d'années après, qu'on tourne encore à rond. Là, tout Congolais doit se sentir concerné et doit mettre de l'eau dans son vin, donner du sien, pour que nos frères et sœurs vivent en paix.
Et aussi, par rapport à cette question, si vous permettez, madame, c'est que la guerre touche quand même le programme actuel parce que Goma, par exemple, parce que pour nous, c'est résoudre des problèmes qui sont importants et dans les milieux où ils sont identifiés. Le diocèse de Goma, malheureusement, n'a jamais pu développer son projet. Ils ont reçu le financement, ils devraient développer le centre de santé dans la zone des Saké. Et depuis lors, ils avaient à peine commencé et toute la situation sécuritaire s'est assez dégradée dans cette partie. Donc Goma n'a jamais pu commencer le travail. Donc ça impacte quand même assez. Et c'est autant pour ceux qui sont dans les autres régions comme Butembo. Ça veut dire que certains canaux d'approvisionnement sont asphyxiés. Et ça, on le sent dans le travail qu'ils sont en train effectivement de faire. Alors, nous sommes déjà en fin de parcours, mais avant de laisser le mot de la fin à Monseigneur Ntcholé, Monsieur Mbo, si vous aviez un plaidoyer à faire pour ces populations locales par rapport à tout ce que vous êtes en train de réaliser et pour aller de l'avant, et demain, il faut continuer, quel serait ce plaidoyer que vous feriez justement au chef de l'État? Au chef de l'État, c'est important de le dire. Il faut dire que pour l'instant, la population, à travers ce que nous sommes en train de faire, a compris que le chef de l'État veut faire quelque chose et est capable de faire quelque chose. Parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs initiatives qui n'ont peut-être pas abouti, malgré les efforts du chef de l'État. Mais ce que nous avons fait a activé encore maintenant le désir de la population d'avoir mieux. C'est comme un enfant qui avait faim, après il n'y avait personne pour lui donner à manger, ou il y avait à manger mais qui n'arrivait pas dans son assiette. Maintenant, ils ont compris qu'il est possible et que le chef de l'État est effectivement en train de faire quelque chose et qui est visible. Donc le plaidoyer que nous pouvons faire pour l'instant, c'est justement de demander au chef de l'État de continuer à soutenir le travail que nous sommes en train de faire. Et ça, il le fait déjà assez bien, de voir ces partenariats aller de l'avant. Et que le chef de l'État soit rassuré de notre engagement, de notre détermination à faire des histoires qui sont assez visibles et qui répondent justement à ces engagements. Comme vous avez remarqué, tout ce que nous avons fait cadre avec cette vision, parce que nos projets sont des projets qui ne viennent pas des bureaux et qui vont vers la base. Ce sont des projets qui viennent de la base et remontent vers nous uniquement pour leur validation. Donc ce sont les problèmes concrets du profond du pays qui sont touchés, et que les chefs de l'État soutiennent ces initiatives et soient rassurés de notre détermination à faire le travail pour la population dans la droite ligne de la vision qu'il a pour aider la population. Merci beaucoup. Monseigneur, en conclusion, une de vos conclusions, justement, est de dire, avec une bonne organisation et un bon suivi de la population, le peuple d'abord peut être une réalité. Votre mot de la fin sur cette note, s'il vous plaît. Eh bien, mon mot de la fin, je l'adresse au peuple congolais qui me suit. Je veux les rassurer que nos pères évêques les portent dans leur cœur. Je suis au milieu d'eux depuis 16 ans. Je vois combien ils sont préoccupés sur leur bien-être. Et quand ils parlent, écoutez-le. Quand ils écrivent, lisez-les jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui font la pêche en la ligne et qui ratent justement l'essentiel des messages des évêques. Même s'il arrive qu'ils critiquent la gouvernance, une certaine gouvernance du pays, ce n'est pas pour s'attaquer prendre le pouvoir, ce n'est pas pour faire la politique, mais c'est pour obtenir les meilleures conditions de vie pour cette population. Et jamais l'Église se donnera comme objectif de combattre le pouvoir. Et c'est là, à côté de nos dirigeants, pour servir la population. Monseigneur, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous avons compris que l'Église reste bien au milieu du village et elle travaille pour être en accord avec la vision du chef de l'État. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique et à très bientôt pour une nouvelle émission.